Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. L'histoire de Monaco, il en connaît un rayon, si on peut dire ça comme ça, et il sait répondre à toutes les questions sur la dynastie des Grimaldi. Enfin presque. Des salles de classe aux méandres du palais princier, il sait faire découvrir à son auditoire des trésors d'archives. Bonjour Thomas Fouilleron. Bonjour Geneviève. Moi je dis des trésors d'archives parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un comme toi qui est à ce point passionné par la valeur de l'archive physique. C'est-à-dire, je me souviens, à chaque fois que tu me parles de quelque chose, tu mets l'objet qui va avec. Hein ? Oui, je pense qu'il y a une médiation, il y a un goût de l'archive qu'il faut faire partager parce que l'histoire qui est enseignée, quel que soit le niveau à qui on enseigne, à qui on transmet l'information, il est fondé, cette histoire, ce récit, il est fondé sur des documents et qui ne sont pas quelque chose qui ne sont pas accessibles à tout un chacun. Tout un chacun a le droit, a presque le devoir de mémoire et d'accès à ce que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés et qui nous permettent, selon une formule évidemment un peu aujourd'hui éculée, mais de préparer, de comprendre le présent et de préparer l'avenir. Oui. Quand tu dis le devoir de mémoire, c'est très important. Enfin, c'est une expression importante pour moi parce que on se pose pas toujours la question de ce qu'on laisse. Et on se rend compte, tous les jours, et notamment on termine là l'année de commémoration de la naissance du prince Régnier III, on se rend compte qu'avec les témoignages qu'on laisse, on construit l'histoire à raconter en fait. Oui, absolument. Donc l'histoire, surtout peut-être dans la fonction que j'occupe actuellement, d'être à la fois l'observateur de l'histoire et le scripteur de l'histoire sur une longue durée, et en même temps, d'une certaine façon, le témoin qui permet aussi finalement de comprendre, de relativiser des éléments, des faits qui s'inscrivent dans une durée plus longue et qui se comprennent mieux dans une durée plus longue parce que il y a finalement des constantes. Il y a l'histoire qui passe et il y a l'histoire qui dure. Enfin, c'est Fernand Braudel évidemment qui a popularisé ce concept de longue durée. Et évidemment à Monaco, on est particulièrement bien placé puisque c'est un des atouts de notre État, la longue durée, la durée d'une dynastie. La durée de la dynastie. Plus de 700 ans de présence aujourd'hui. Et ce sont les archives qui, effectivement, attestent, accréditent, légitiment l'existence de Monaco aujourd'hui. Parce que Monaco est en quelque sorte une anomalie de l'histoire. Monaco aurait dû, ben peut-être. Moi j'aime bien l'exception, mais l'anomalie. Oui. Non, mais au sens pas du tout. Voilà, polémique ou dérisoire. Mais Monaco aurait dû finalement disparaître dans le grand vent de l'histoire de constitution des États-nations au XIXe siècle. On pense à la Révolution quand même, hein, bien sûr. La Révolution française. Voilà, et ce qui a suivi, c'est-à-dire cet élan libéral, national du XIXe siècle, le siècle des nationalités, et on ne peut pas nier que Monaco était au sens large dans le territoire italien. Et que c'est contre... de Savoie, ouais. Et oui, les États de Savoie qui, finalement, ont bien failli, au moment du Risorgimento, dans l'élan de la sécession de Menton et de Roquebrune, qui faisait partie, comme chacun sait, de la principauté. Et finalement, Monaco aurait très bien pu être emporté par ce vent de l'histoire et constituer une frontière... occidentale du nouveau royaume d'Italie, devenu ensuite la République italienne. C'est vrai. Alors, quand on dit que tu es directeur des archives et de la bibliothèque du Palais depuis 2012, si je t'écoute, ça veut dire que à la fois tu t'occupes de ce qui a existé et de ce qu'il faut mettre en ordre, cataloguer, etc. Et donc, c'est toi qui choisis ce qu'on garde pour le futur, quoi. Alors
Oui, comme on est quand même très proche, j'allais dire, du cœur du réacteur, plus que dans d'autres services administratifs où le tri, l'élimination est absolument nécessaire. Et un bon archiviste, c'est aussi un archiviste qui sait éliminer, trier, détruire et que garder. Évidemment, tout ce qui touche à l'activité du prince à titre institutionnel, de sa maison, de son fonctionnement, de sa famille, appelle une conservation définitive, parce que rien n'est inintéressant, évidemment, patrimonialement, par rapport à d'autres entités politiques qui n'ont pas la même dimension. Donc il y a un héritage, et puis il y a aussi, et c'est ce qui me plaît beaucoup, évidemment, dans ma fonction, la valorisation. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas seulement quelque chose qui est réservé à un cénacle, de parler aux pairs, en quelque sorte, ou à un public d'érudits, férus du passé ou nostalgiques. Parfois, ça arrive du passé. Il n'est pas du tout question d'être nostalgique d'une période révolue, mais encore une fois, d'avoir des clés de compréhension et de les mettre à la disposition du plus grand nombre. Alors, je pense que ma formation de professeur, d'enseignant, évidemment, m'incline à cela. Et oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de transmission. Déjà, en tant que directeur des archives, tu parlais de transmission. Donc, ça veut dire qu'il y a un point, enfin, un trait d'union entre ta carrière qui débute, où tu choisis d'être professeur. C'est un choix ? Absolument, c'est un choix. Enfin, c'est un choix. Professeur d'histoire d'ailleurs, je précise. Absolument. C'est vrai, quand on fait des études d'histoire, les débouchés peuvent être le journalisme, pourquoi pas, effectivement. C'est une suite possible. Peuvent être parfois la polique. On a vu beaucoup de personnages absolument qui ont eu ensuite une carrière politique, parce que effectivement l'histoire donne des clés de compréhension de l'action publique actuelle et du développement sociétal. Absolument. Mais évidemment, l'enseignement reste un débouché, j'allais dire, traditionnel. Donc après avoir hésité un peu, après en Hippocagne avoir pris une option de préparation à Sciences Po, après la Cagne. On n'est pas passé loin de l'administration et de la politique, quand même. Je n'en suis pas très loin, finalement, dans la fonction que j'occupe. Finalement, oui. Oui. Et donc, ceci explique peut-être cela, même s'il n'y a pas de prédestination, et rien ne me disposait, après tout, à occuper, et c'est aussi beaucoup de chance, d'opportunités que j'ai eues par rapport, alors bien sûr, à un certain travail préalable, puisque tous mes travaux de recherche, depuis le mémoire de maîtrise jusqu'à la thèse de doctorat, ont porté sur Monaco et ses princes, par goût presque, je dirais, enfantin, puisque n'étant pas natif de Monaco, n'étant pas monégasque, d'un certain côté, rien ne me disposait à occuper la fonction que j'occupe aujourd'hui. Ni à choisir Monaco et ses princes pour toutes tes thèses. Non, absolument. Alors là, je dois avouer que je le dois à mes grands-parents, qui étaient niçois. Alors, bien que je sois originaire d'Auvergne, natif d'Auvergne, mais d'une famille qui, depuis le rattachement du comté de Nice à la France, avait migré sur la Côte d'Azur. Alors, ce ne sont pas les Auvergnats qui sont partis à la conquête de Paris, comme Bougnat, comme marchands de café bois charbon. Ils étaient plutôt marchands de toile pour compléter le revenu agricole. Je suis issu, comme beaucoup de Français, d'une France rurale, d'une France agricole, il y a quelques générations. Et donc, mes ancêtres étaient finalement colporteurs l'hiver, donc au moment où les travaux des champs étaient moins prenants. Et ces ancêtres ont vu le marché que représentait la construction de villas, d'hôtels, avec le développement de la Côte d'Azur, et de marchands ambulants, de colporteurs, se sont sédentarisés à Nice, à Cannes et à Menton. Alors, pas à Monaco, malheureusement, d'un certain côté, mais j'ai retrouvé dans les registres, et on revient finalement à l'archive, dans les registres comptables du palais, la vente de tissus d'ameublement, de tapis, de rideaux, par le magasin Fouilleron de Menton, au palais, au début du XXe siècle. Est-ce que tout ça... Alors, oui, tu viens de me le dire, ça a fortement impacté tes domaines de recherche, mais est-ce que tout ça t'a fait penser
que tu avais un lien naturel avec Monaco ou pas? Le goût pour Monaco et même la passion pour Monaco remonte presque à la plus tendre enfance, puisque je me souviens très bien, et donc ça atteste que j'avais déjà cet intérêt marqué, ce goût pour Monaco, du moment où, petit garçon, j'ai appris la disparition à la radio de la princesse Grace, donc en 1982. Ah ouais. Et j'ai retrouvé... Alors, Ça a été un choc, je pense, assez grand pour beaucoup de monde. C'est d'ailleurs... est-ce que c'était un mix entre le fait qu'elle était princesse de Monaco et le fait qu'elle était également actrice au départ de sa carrière, actrice mondialement connue, oscarisée, etc. Et puis, on a été une onde de choc. saisi. Voilà, une onde de choc, absolument. Comme je pense que chacun de ceux qui ont appris la mort du président Kennedy se souvient du moment et de ce qu'il faisait à ce moment-là. Et donc, l'histoire est pleine de personnages charismatiques comme ça qui prennent une place, hein. Et qui sont pour nous presque des jalons, des repères générationnels, et pour certains, voilà, qui rentrent véritablement dans l'histoire et qui presque rejoignent le mythe, qui passe de génération en génération. Donc, il est évident que donc j'avais à ce moment-là 7 ans, mais j'ai même après retrouvé que dans des cahiers que me constituaient donc mes grands-parents et en particulier ma grand-mère, donc habitant Nice, dès 1981, elle découpé dans l'édition Monaco de Nice Matin. On n'appelait pas ça encore Monaco Matin, mais c'était l'édition Monaco. Voilà. Et elle achetait à Nice cette édition pour moi parce que j'avais nourri depuis quelque temps, à travers l'excursion régulière lorsqu'on venait passer des vacances scolaires à Nice, chez mes grands-parents, l'excursion à Monaco était devenue presque un passage obligé et réclamé par moi. Et donc j'ai été entretenu... Drôle, oui, alors c'est un peu... Je dis pas que c'est un conte de fées, hein, mais j'ai été entretenu dans cette passion pour Monaco qui passait par l'ASM, par l'équipe de foot. Pour un petit garçon, effectivement, c'était mon... Quoi de plus normal? Mon équipe fétiche, donc où j'écoutais... T'écoutais les matchs à la radio, je suis sûre. Oui. RMC. Et alors, France Inter, Jacques Vendroux. Ah, Jacques Vendroux. Jacques Vendroux. La voix du football. Voilà. Et ça, donc, le samedi soir, du fin fond de l'Auvergne, je suivais l'AS Monaco. Le multiplex de France Inter. Exactement. Ah bah oui. On a tous été biberonnés au multiplex de France Inter. C'est ça. Bon, alors, à part nous, à Monaco, petit, nous écoutions RMC parce que c'était Jean-Louis Filck, voilà. Mais dès qu'on sortait des frontières de Monaco, c'était France Inter et Jacques Vendroux. C'était forcément. Absolument. Officiellement officiel. Tu parles de ce goût prononcé pour Monaco et du fait que tu dis c'est pas un conte de fées, presque. Moi, j'ai envie de te dire, il y a quand même un fil. Alors, on parlait de fil conducteur dans la posture, hein, la transmission, c'était. Il y a quand même un fil conducteur dans tous tes choix, hein, pour arriver jusque-là. Oui. Alors, conscient ou pas, d'ailleurs. Oui, il n'y avait pas du tout de plan de carrière, parce qu'encore une fois, quand on sait, d'un certain côté, la difficulté de pouvoir entrer à Monaco, et c'est tout à fait logique et normal. Tu viens en tant que professeur détaché, hein. Alors oui, c'est effectivement. Alors je dois effectivement rendre grâce à Yvette Lambin-Berty, qui à ce moment-là était directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, et qui, à la réception donc de mon CV, donc il y a effectivement eu une candidature spontanée, donc étant devenu professeur, ayant donc à ce moment-là soutenu un mémoire de maîtrise donc sur Le Prince et le Pauvre, alors sur les idées et la pratique philanthropique du prince Honoré V de Monaco. Donc il fallait un sujet à ce moment-là un petit peu à cheval entre, j'allais dire, l'histoire française et l'histoire monégasque. Et donc Honoré V, ayant été parlementaire français tout en ayant été souverain à Monaco, ayant écrit ce livre, cet ouvrage du paupérisme en France et des moyens de le détruire, avant Louis-Napoléon Bonaparte, était un bon sujet. Et ensuite, de fil en aiguille, le sujet a été élargi pour le DEA et la thèse à une sorte de biographie collective. Oui, parce que, pardon, je t'interromps, mais c'est important quand même de préciser pour tous ceux qui nous écoutent. Quand je dis tu viens comme professeur détaché, c'est pas que ton nom a été pris dans une liste au hasard. Il y a quand même, dans l'acte de candidature que tu fais, il y a quand même eu, c'est pour ça que je parle de tes choix précédents, il y a quand même eu un fil conducteur, parce que c'est pas
non plus donné à tous les professeurs d'histoire français de choisir Honoré 5 pour faire une thèse de DEA, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas... Non, ça c'est certain. Et c'était aussi une logique. Donc j'ai été, mon premier poste, comme pour beaucoup de professeurs français, la banlieue parisienne, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, donc les Yvelines. Et pour le DEA, j'écluse les sources parisiennes. Et donc ce qui me permet d'avoir, ça équilibre un peu les contraintes d'enseignement dans une zone difficile. Alors qui a été un baptême du feu, mais qui a été très formatrice cette période-là pour moi, d'enseigner en collège, dans une zone prévention-violence. La première année, c'est difficile. Ça peut être d'ailleurs pour les jeunes professeurs... décourageant, ouais. Oui, absolument. Même pour ceux qui sont tout à fait scientifiquement bien formés, qui sont pleins de bonne volonté et de foi dans cette mission et presque ce sacerdoce que peut être l'enseignement. Alors ça fait un peu ancien combattant de dire ça comme ça aujourd'hui. Tu parles à une fille d'enseignante. Hein, oui, moi, c'est vrai. Donc j'ai entendu ce discours tellement de fois sur la vocation, sur la difficulté de la garder, pour l'entretenir. Oui. Donc moi, dans un premier élan, il n'y a pas d'idée de quitter l'éducation nationale, de fuir l'éducation nationale. Donc quand je suis en région parisienne, je vais travailler sur Monaco, au Quai d'Orsay. Parce que ça te passionne. Oui, absolument. Donc j'ai transformé une passion enfantine en objet d'études historiques quand j'ai choisi, après un début d'études supérieures, je dirais généralistes en classe préparatoire aux grandes écoles, de me spécialiser en histoire. Donc d'abord ce mémoire de maîtrise, ensuite le DEA. Et évidemment, pour envisager une thèse de doctorat, c'est-à-dire c'est au moins de 3 ans, bon, je l'ai faite en 6 ans puisque parallèlement j'enseignais, il faut se rapprocher, j'allais dire, de la mine, donc de la source essentielle. Et la source essentielle, évidemment, quand on travaille sur les princes de Monaco, ce sont les archives du palais. Donc la demande de mutation, alors d'abord dans l'Académie de Nice, où j'ai enseigné 1 an au Collège de l'Archer, et puis ensuite, évidemment, logiquement, une candidature pour un détachement. Ouais. Et c'est effectivement à ce moment-là, Yvette Lambin-Berty qui repère mon CV au milieu d'autres évidemment candidats au détachement et qui voit cette spécialisation en histoire de Monaco. Et je pense qu'elle se dit qu'il y a à ce moment-là un besoin de renouveler un petit peu les instruments d'enseignement. Ouais. Et assez vite, elle me confie la mission de faire un nouveau manuel d'histoire de Monaco, puisque le précédent, qui a été longtemps une référence, daté de 1986, le fameux Freux, Jacques Freux, qui est... Jacques Freux. Ah oui. Effectivement. Quand tu te dis il faut que je remette à jour, alors remettre à jour, on ne remet pas à jour. Hein. Quand on parle d'histoire, on ne remet pas à jour. Mais il faut que je modernise ou que je mette au goût du jour, voilà ce que je cherchais, les instruments d'enseignement de l'histoire de Monaco. Tu m'as parlé de tes débuts à Paris en me disant il faut quand même intéresser tous ces gens, tous ces gamins à l'histoire. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière et jusque-là où tu t'es dit j'ai pas choisi la facilité quand même ? Je ne me suis pas trop posé la question, mais j'ai eu la chance. Alors peut-être c'est la rencontre d'une volonté. J'avais quand même une idée de ce que je souhaitais dans l'absolu faire, mais parfois on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Il y a beaucoup de chemins qui dévient quand même. Hein. Exactement. Et peut-être d'avoir rencontré, alors je ne dis pas des bonnes fées, mais en tout cas des personnes qui ont peut-être compris ce que mes travaux pouvaient apporter et qui ont fait confiance parce qu'effectivement... le cahier des charges que j'ai eu pour ce manuel d'histoire de Monaco était de relire, c'est-à-dire de repartir sur, et on revient à l'archive, on revient à ce goût de l'archive et à cette nécessité de réécrire, c'est-à-dire de ne pas faire un ouvrage, un manuel de 2e, de 3e main, de 4e main, mais peut-être parce que justement aujourd'hui, même en termes de communication, l'histoire, c'est la légitimité de Monaco, le particularisme monégasque, il s'explique
par une histoire qui est particulière, donc qu'il faut pouvoir expliquer, transmettre, peut-être détacher d'un enseignement qui était parfois peut-être trop chronologique pour faire comprendre des étapes, être beaucoup plus sur l'idée que sur simplement l'apprentissage d'une chronologie de seigneurs et de princes. Alors bien sûr que tout ça passe par là et que c'est cette fameuse continuité qu'on évoquait de la dynastie et qui est le secret de l'existence de Monaco. Mais en tout cas, il faut comprendre les phases. Quelles sont les conditions de possibilité de l'avènement de Monaco? Parce que c'est presque un miracle. Quand je disais tout à l'heure anomalie, on aurait dû disparaître. Voilà. Alors presque on peut reformuler en disant miracle de Monaco, anomalie ou miracle de Monaco. Anomalie ou miracle. Parce que l'histoire, quand je dis nous, parce qu'on parle de Monaco, mais l'histoire a challengé Monaco plusieurs fois. Oui. C'est pas qu'une seule fois. Non. On est passé, au bord du gouffre à plusieurs reprises. C'est ça. Et finalement, ce que l'on peut appeler vraiment au sens sans être du tout turiféraire, c'est-à-dire de balancer des coups d'encensoir, au sens premier et étymologique du terme, ça a été sans doute le génie de la dynastie de pouvoir se faufiler entre les vents de l'histoire, des vents souvent contraires. Il y a eu évidemment une grande période difficile. La période la plus critique, c'est entre 1793, donc disparition, annexion à la France au premier département des Alpes-Maritimes, toute la période du consulat et de l'Empire, mais jusqu'à 1848, et au règlement de cette crise qui amène la réduction d'un État qui n'a jamais été un grand État, mais qui est formé quand même 20 à 25 km². Donc il y avait petit Andorre, quoi. Oui, une certaine masse critique, avec quand même des ressources agricoles, une économie méditerranéenne traditionnelle, réduite en 1848, en quelques mois de crise politique, à 1,5 km². Donc là, on est passé très près de la disparition complète. Là, on est sur l'anomalie. Parce que un pays d'1,5 km², à l'époque où se formaient ces blocs qui reconstituaient, là je pense notamment à l'Italie, qui finalement s'est élargie au lieu de se réduire. Je pense à l'Allemagne, voilà. Et donc à cette époque-là, parce que c'est cette époque-là, nous devenir le plus petit État du coin, parce qu'en tout cas, on n'avait pas une vision géopolitique mondiale à l'époque, c'était complètement à contre-courant, en fait. Mais c'est peut-être ce qui a sauvé Monaco, parce que finalement, on peut se demander, alors c'est très difficile de faire de l'histoire-fiction, de l'Uchronie, mais malgré tout, si Monaco avait continué, je dirais, pardon pour l'expression familière, à vivoter d'une économie méditerranéenne traditionnelle, fondée sur une seule spécialisation, la culture du citron, parce que finalement le citron de Menton, c'est le citron de Monaco. C'est le citron de Monaco. Absolument. On oublie trop souvent. Exactement. Dans l'IGP, on aurait dû la déposer. C'est ça. On aurait dû. Mais est-ce que les puissances moyennes ou grandes puissances voisines européennes auraient toléré l'existence de cet État un peu tampon, coincé entre France et Italie? Oui, parce que Menton a une frontière avec l'Italie. Eh oui. Que nous n'avons pas. Eh oui. Donc ça, c'est pas sûr. Donc peut-être que finalement, et c'est les paradoxes de l'histoire, les Mentonnais nous ont rendu service en ramenant Monaco à, je dirais, pardon de l'expression aussi, mais c'est pour aider à faire comprendre, un confetti de l'histoire, mais qui a permis finalement, et ça a toujours été la chance de Monaco, d'être en périphérie. Finalement, en périphérie par rapport au centre de gravité du monde culturel et politique français, en périphérie aussi du centre de gravité de l'unification italienne. Et qui a quand même été un gros épisode qui aurait pu nous impacter plus que ça. Oui, et qui finalement a été jusqu'à la Seconde Guerre mondiale un grand danger, parce que Mussolini... Parce que moi j'ai dit impact, toi tu dis danger, ça veut dire qu'on comprend un peu mieux les conditions, ou en tout cas le contexte historique. C'était vraiment... Est-ce que ça veut dire... Parce que quand on est... Pardon si je passe tout de suite là-dessus, mais quand on est à Monaco, quand on vit à Monaco, on vit en français. On a une culture francophone très ancrée. On parlait des programmes d'enseignement qui sont des programmes scolaires, qui sont des programmes qui sont tirés du bulletin officiel d'enseignement français. Donc, on passe le bac français. Et c'est parfois difficile d'expliquer
à quel point nous sommes aussi influencés par la culture italienne. Bien sûr. La culture italienne, c'est le creuset dans lequel Monaco s'est constitué. Ouais. Alors, tout en s'en détachant, c'est là tout le paradoxe. Et finalement, quand on parle même sur le plan démographique de creuset français, mais Monaco est encore plus un laboratoire, parce que il y a ce creuset génois qu'on retrouve évidemment dans la langue dialectale monégasque, mais ensuite matiné de toutes les influences que Monaco a pu subir. Alors quand je dis subir, ça veut dire volontairement ou involontairement. Et donc il y a évidemment la période aussi espagnole. On dit le protectorat de Charles Quint. Exactement. Il y a des familles, vieilles familles monégasques qui ont encore évidemment ce sang espagnol. Alors sans entrer, voilà, il y a certains auteurs qui voyaient même dans le teint des femmes monégasques le teint hispanique. Mais évidemment qu'il y a des racines hispaniques. Ensuite. Alors peut-être juste Thomas, pardon si je t'interromps, mais on peut préciser pour ceux qui nous écoutent, le protectorat de Charles Quint, c'est 150 ans de bastions, enfin de bataillons catalans, espagnols, catalans. Alors même milanais, parce que parce que le Milanais était sous domination espagnole. Surtout à partir, on va pas rentrer trop dans les détails, mais à partir effectivement de la deuxième partie de ce qu'on avait appelé la période du protectorat espagnol, c'est-à-dire à partir de 1605, la garnison espagnole de Monaco ne répond plus aux ordres du souverain. Donc là, évidemment, l'Espagne devient puissance occupante. Ça devient une troupe d'occupation. Nous avons été occupés plusieurs fois, donc. Eh oui. Et c'est à ce moment-là que celui qui va prendre le titre de prince, le premier Honoré II, donc en 1612, la domination de l'Espagne est évidemment contraire à son objectif, à son horizon politique. Et c'est là où il voit, et c'est ce que j'appelle le génie de la dynastie, il voit à la fois, il est très opportun c'est une analyse politique très rationnelle de voir que l'équilibre européen bascule en faveur de la France des Bourbons. C'est plutôt le déclin du soleil des Habsbourg, cet empire de Charles Quint où le soleil ne se couchait jamais parce qu'il y avait l'Amérique du Sud, parce qu'il y avait les Philippines. Et en même temps, l'Espagne devient évidemment une puissance qui opprime Monaco et qui est donc contraire à l'aspiration d'affirmation, d'avènement de la souveraineté. Et donc c'est cette politique de la bascule, parce que Monaco a eu la chance, si tu veux, dans la carte géopolitique de l'Europe, de se trouver dès la fin du XVe siècle. Je compare souvent à la tectonique des plaques. Donc d'un affrontement, Monaco est à la jonction donc de deux plaques. La plaque donc d'influence Habsbourg. Donc c'est Habsbourg qui, au XVIe siècle, ont non seulement l'Espagne, ont le Milanais, ont le royaume de Naples au sud de l'Italie, ont l'Autriche et ont même les Pays-Bas espagnols, donc l'actuelle Belgique, et qui encerclent complètement la France. Et donc, évidemment, Monaco se trouve placé sur ce que l'on appelle le chemin de ronde espagnol. Et la France va avoir évidemment intérêt à faire tomber Monaco dans son escarcelle, comme évidemment les Habsbourg vont avoir intérêt le plus longtemps possible à maintenir Monaco dans leur escarcelle. Et lorsque la France progresse au détriment de l'Espagne, donc des successeurs de Charles Quint, évidemment, les grands ministres des rois de France, donc que ça soit Richelieu puis Mazarin, voient Monaco comme un point d'appui essentiel et évidemment sont prêts à consentir en échange de l'alliance avec le prince de Monaco la garantie de la souveraineté de Monaco. Et donc la France... L'intégrité de son territoire. Absolument. Et c'est le début, ce qu'on appelle la communauté de destin, où la France... Alors quand on est une petite souveraineté, il vaut mieux être sous la protection du plus fort. Et l'intelligence des princes de Monaco, ça a été cette politique de la bascule, et ensuite de pouvoir, aujourd'hui, bien sûr que les liens privilégiés avec la France sont perpétués. Ils sont dictés, je paraphrase, le général de Gaulle qui disait, ils sont dictés par l'histoire et la géographie, et en même temps, par le cœur aussi sans doute, mais en même temps, évidemment, Monaco aussi aspire aujourd'hui au multilatéralisme, et c'est tout, on revient à l'œuvre du prince Régnier III, ça a été tout l'objet, le projet politique diplomatique du prince Régnier III, de faire entrer Monaco dans les grands organismes internationaux,
nationaux. Alors, souvent avec l'appui évidemment de la France, mais pour que Monaco aussi accède pleinement à l'échelle, au statut d'État à l'échelle du monde. Pour toi, la vraie bascule, si je t'écoute, c'est Monaco et Nations Unies en 93, quoi. Bien sûr, c'est un aboutissement. Alors, au XVIe siècle, les Grimaldi ont déjà transformé l'essai dans le contexte de leur époque. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, être reconnu tour à tour par le roi de France, l'empereur et le pape, et c'est ce qui a été fait, le tour de force qui a été fait. Reconnu comme prince. Hein. Voilà. Alors, il ne porte pas le titre de prince, mais comme il parle seigneur, enfin dominus en latin, souverain, seigneur souverain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de suzerain, ils échappent totalement à la pyramide féodale. Ce ne sont pas des vassaux. Absolument. Ça a été bien l'enjeu. Alors, en même temps, pour expliquer et donner quand même des clés de compréhension de la sécession de 1848, ils ont dû malgré tout, pour une part de Menton et Roquebrune, reconnaître la suzeraineté justement de la dynastie de Savoie. Et c'est bien là le talon d'Achille dans la construction de cette ancienne principauté, c'est qu'à Monaco, il y avait pleinement des droits régaliens, hérités de la commune de Gênes, et du côté de Menton et de Roquebrune, seigneuries qui ont été achetés par les Grimaldi et qui ont été agrégés pour constituer un ensemble territorial viable au milieu du XIVe siècle, les Grimaldi ont dû toujours consentir, sauf à des périodes exceptionnelles où justement ils étaient protégés par le leadership en Europe de Charles Quint ou du roi de France. Là, ils ont pu échapper à cette suzeraineté de la dynastie de Savoie, donc tour à tour comte, puis duc de Savoie, puis roi de Piémont-Sardaigne. Mais au début du XIXe siècle, et c'est toute la difficulté de la situation politique de Monaco au début du XIXe siècle, on restaure en 1814 la souveraineté de Monaco, mais on place Monaco sous la protection du royaume de Piémont-Sardaigne, donc j'allais dire l'ancêtre l'ennemi ancestral, ou le pluriséculaire. Et donc évidemment, c'est ce qui conditionne, avec d'autres facteurs, cette sécession de 1848, puisque les Sardes vont souffler sur les braises, évidemment, de la sécession. Comme souvent. Juste là, j'aimerais revenir sur un point d'histoire contemporaine, parce que donc il y a quelques semaines, voire quelques mois, le prince Emmanuel Philibert de Savoie est venu à Monaco remettre une décoration extrêmement élevée au prince Albert II. Donc, est-ce que c'est dans la continuité de ce que tu décris ? Alors oui, les relations. Alors je dirais que c'est les relations avec la dynastie de Savoie. C'est peut-être je t'aime moi non plus. Enfin, il y a justement à la fois un contentieux qui a d'ailleurs s'est longtemps traduit sur un plan territorial. Où est la frontière ? Et notamment le territoire contesté de la Turbie. Où est la frontière entre Monaco et la Turbie, entre Monaco et les États de Savoie ? Et ça a fourni, on revient aux archives, ce sont des sources évidemment assez exceptionnelles pour les historiens. Il y a eu plusieurs siècles de conflits territoriaux qui parfois ont été des conflits armés, avec quelques incidents de frontières. Il y a eu quelques morts malgré tout, donc au fil... Ah oui, bien sûr, parce qu'il y avait... Non, c'était une affaire, alors je dis pas que c'était une affaire, toute proportion gardée, de type israélo-palestinien ou russo-ukrainien. Mais malgré tout, donc les frontières sont longtemps des frontières mouvantes au Moyen-Âge. Elles commencent à se fixer à l'époque moderne. Et l'affaire de la fixation des frontières... De la Turbie-Monaco. Ah oui, ça a été... On a des cartes où ça me fait penser aussi à Chypre. Où on localise les propriétés des monégasques par rapport aux turbiasques. Et c'est vrai que quand la frontière est fixée en 1760, dans une période où la France n'a plus le leadership en Europe, c'est l'Angleterre qui a pris le relais, qui devient la puissance dominante. Monaco est un peu moins bien soutenue qu'elle aurait pu l'espérer par la France. Et finalement, la fixation de la frontière entre Monaco et les États de Savoie se fait un peu au détriment. Donc on aurait pu gagner. Voilà, je n'ouvre pas un dossier, ce n'est pas une revendication territoriale à l'égard de la commune de la Turbie et de Beausoleil aujourd'hui, puisque Beausoleil était un démembrement de la Turbie et de la France. Mais c'est vrai que la frontière de franco-monégasque aurait pu être un peu plus en altitude, un peu plus haute. J'allais te dire ça parce que j'ai très bien en tête le panneau La Turbie, qui est juste à la sortie de Monaco, au-dessus. Pour ceux qui connaissent, ils verront de l'endroit où je parle, mais juste derrière l'ancien Bel Air. Là, il y a le début du chemin des Révoirs qui marque
le début du territoire de la Turbie, qui vraiment, on traverse la rue, quoi. Absolument, oui. On est à Monaco, encore en pleine ville. C'est pas que on est monté le long d'une route, on est en pleine ville et tout à coup, on n'est plus à Monaco, on est à la Turbie. Oui, et on sait très bien que on ne voit pas de différence. Alors un petit peu sur les trottoirs, c'est pas forcément le même pavage, mais entre Beau-Soleil et Monaco, parce que l'urbanisation Beau-Soleil et Cap-d'Ail sont les filles de l'urbanisation monégasque. C'est ça. On parlait d'ailleurs de Monte-Carlo supérieur pour Beau-Soleil. Et c'est pour cela que il y avait une gare. Ah oui, absolument. Et c'est pour ça que ces deux communes françaises ont été créées, parce que l'essentiel de la population était bien trop éloigné du chef-lieu de la commune, qui était toujours la Turbie. Et Blanc, qui était à la fois finalement donc le président de la Société des bains de mer, était maire de la Turbie. Et François Blanc, hein, tu veux dire. Camille était devenu, le fils est devenu le premier maire de Beau-Soleil. Donc création de Beau-Soleil de mémoire en 1904 et de Cap-d'Ail en 1906. Oui, c'est pas si loin quand même. Hein. Ah non. Parce qu'on a forcément l'impression que tout ça est ancré, parce que, et c'est ce que tu décris, ce sont des territoires, pour parler, sur lesquels il y a des vestiges, des témoignages de l'histoire qui a passé, mais pas toujours dans les conditions qui sont les conditions d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à Cap-d'Ail, effectivement, il y a des témoignages du passé, mais à l'époque où Cap-d'Ail n'était pas Cap-d'Ail, et surtout Cap-d'Ail n'était pas français, enfin bon, voilà. Oui. On se retrouve dans cette espèce de... finalement, on n'avait pas cette impression-là. Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent n'ont pas cette impression de vivre dans un endroit qui a vécu autant de changements. Oui, parce que l'histoire de Monaco, et là encore une fois, c'est pas être flagorneur que de dire ça, ce n'est pas la petite histoire d'une communauté, je dirais, équivalente en termes de population. C'est pas le village d'Astérix, c'est ça que tu dis. Absolument. Monaco, et d'ailleurs... Pardon pour l'image, mais c'est un peu à ça que ça me fait penser. Monaco, c'est la grande histoire européenne. Ouais. Les conditions d'avènement de la souveraineté de Monaco, comme j'ai essayé très rapidement de l'expliquer, ce sont ces grands mouvements tectoniques, politiques, diplomatiques européens. Et finalement, Monaco doit son existence à cet affrontement sur plusieurs siècles entre la France et l'Espagne, entre deux grandes dynasties européennes, alors les Capétiens valois, puis Bourbons, et les Habsbourg de l'autre. Et ensuite, évidemment, c'est la pérennité de Monaco est due, parce qu'il y a cette étape, j'allais dire, d'affirmation, et puis c'est comme un peu une entreprise. Bah oui. Il y a les créateurs, il y a une phase de plateau, et le risque, c'est la descente. Et je dirais que depuis 700 ans, on a une forme de vision continue qui permet à Monaco, encore aujourd'hui, d'avoir sa voix, d'avoir sa spécificité, de jouer sur une forme de soft power. Évidemment, c'est... Oui, alors ça, effectivement. C'est comme le Vatican. C'est pas le nombre de divisions, c'est pas, pardon pour la force publique, mais ce n'est pas le nombre de carabiniers ou de sapeurs-pompiers qui fait le rayonnement de Monaco. Le rayonnement de Monaco, il est inversement proportionnel à la taille de son pays, à la taille de sa population, et parce que les souverains et les forces vives de Monaco ont su saisir au fil du temps des thèmes, des domaines, alors beaucoup évidemment dans le domaine culturel, qui permettent de faire rayonner Monaco dans des domaines où la voix de Monaco compte, où l'expérience de Monaco compte. Quand Albert Ier s'investit dans l'océanographie, bien sûr que c'est pour satisfaire un goût personnel pour la mer, pour les voyages, mais c'est aussi parce qu'il a profondément conscience que l'océanographie est une science neuve, nouvelle, qui n'a pas encore, dans les pays traditionnels, j'allais dire, ses lettres de noblesse, par exemple, qui n'est pas encore enseignée dans l'université française, et c'est pour cela qu'il crée l'Institut océanographique, proche de la Sorbonne, rue Saint-Jacques. Dans le 6e. Donc, il a à la fois besoin de cette reconnaissance académique par cette proximité universitaire avec la Sorbonne, et en même temps, il positionne Monaco, et il fait de Monaco un peu la capitale mondiale de l'océanographie, cette science nouvelle. Alors, tout ça me donne quand même l'impression que quand on est dans les archives du palais, on a des trésors.
Parce qu'on parlait de trésor d'archives tout à l'heure. Oui. C'était pas un 20 mots finalement. Non, c'était une très bonne idée. C'est Alexandre Apadi qui avait proposé ce titre. Donc il y avait un peu, évidemment, une référence à l'émission de Stéphane Bern, Secret d'Histoire. Mais donc... un trésor d'archives, c'est plus révélateur de la qualité et la diversité, vraiment l'intérêt de tous ces documents sur lesquels tu veilles, quoi. Nous essayons effectivement. Avec une équipe, t'es pas tout seul. Absolument, il faut effectivement. Et puis à l'impulsion qui est donnée, à l'intérêt qui est donné par le prince souverain qui est féru d'histoire, si je me trompe pas. Oui, effectivement, et on n'aurait pas développé ce réseau des sites historiques Grimaldi. Oui, j'allais te parler de ça parce que en fait, j'ai lu quelque part que tu disais, et je l'ai noté pour pas mal te paraphraser, j'ai le privilège de mettre mes connaissances historiques au service de quelqu'un qui est dans l'action, en lui suggérant comment l'histoire peut le servir et servir à son image. Oui, j'ai dû dire ça, effectivement. Ah ben oui. Voilà, tu l'as dit dans une interview en 2021. Oui. Et c'est un peu ça, les sites historiques Grimaldi. Oui, ça a rencontré, alors il y a eu plusieurs, je dirais, acteurs, et je pense là, évidemment, à Albert Croesi qui Le regretté Albert Croesi. Et voilà, que j'aimais beaucoup, que nous aimions beaucoup, et avec lequel, finalement, je me suis très bien... trouvé et rencontré parce que il avait cette capacité de mettre en œuvre, de trouver justement les chemins du plus grand nombre au bon sens du terme, sans jamais sacrifier à justement l'exactitude, le fondement historique et très tôt, ça a été une chance. Quand je suis arrivé au Palais, d'ailleurs d'abord comme chargé de recherche, il y a eu la proposition faite au prince d'être le mécène de l'acquisition du buste de la maréchale de Matignon, donc lointaine ancêtre, dont la statue monumentale avait disparu au moment de la Révolution française, et malheureusement... On avait retrouvé sa tête. Bon, elle avait été, elle aussi, décapitée, sa figure en pierre, on décapitait finalement aussi les statues en pierre, et elle a fait sa réapparition sur le marché de l'art, et le prince a décidé finalement, plutôt que d'apporter sa contribution, de l'acheter complètement pour assurer évidemment sa conservation et de la mettre en dépôt au musée des Beaux-Arts de Saint-Lô, donc de la ramener au plus près de là où elle avait été placée, puisque le monument funéraire du maréchal et de la maréchale de Matignon était dans la chapelle castrale du château de Torigny, donc en Normandie. Et je connaissais encore dans la maison souveraine depuis quelques mois, mais encore pas très bien le souverain. Et ça a été un petit peu, cette visite à Saint-Lô en avril 2011, a été un peu le point de départ et l'accueil qu'il a reçu de régulariser, de ritualiser ces visites, et ensuite, de fil en aiguille, le besoin a été ressenti alors à la fois, j'allais dire, à la base, donc tous ceux qui avaient accueilli le prince, les collectivités locales, les associations, de garder le contact avec Monaco, mais aussi de garder le contact avec les autres collectivités qui ont en commun ce morceau de passé avec Monaco. Et aujourd'hui, et c'est une réussite du réseau, on voit des liens transversaux. C'est-à-dire que parfois, ça passe par Monaco, mais parfois, ils prennent des initiatives parce qu'ils se sont connus grâce et tout ça s'est structuré progressivement, avec aussi l'écoute du maire de Menton de l'époque, Jean-Claude Guibal, qui était président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, qui a créé cette première association française en 2015. Ensuite, la croissance des adhésions a fait que il a fallu donner, entre guillemets, leur indépendance aux communes italiennes. Et donc Fulvio Gazzola, avec la proximité évidemment de Dolce Acqua, a permis de donner a fait l'association italienne. Un coup de fouet, voilà, ce réseau italien. Et puis avec Albert Croesi, qui a eu cette idée qui était difficile à mettre en œuvre au tout départ, donc il y a 10-11 ans, de créer ces
rencontre, c'est-à-dire de mieux faire connaître aux Monégasques, aux résidents, aux visiteurs de Monaco, ce que l'on appelait affectueusement les anciens fiefs. Alors ça peut être un peu connoté fief parce que ça sent un peu, comme on dit, l'ancien régime, le droit féodal, mais on a plutôt, on a adopté ce nom de site historique, et il a su en faire un événement festif qui a largement contribué, j'allais dire, à populariser et aujourd'hui à faire comprendre, je pense à tout le monde, que on parlait de soft power tout à l'heure, c'est une forme de plus grande principauté. Ça permet d'avoir des relais d'opinion et, j'allais dire, d'une image de la principauté dans sa vérité, dans son épaisseur historique. Ouais. Il y a évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assumer la carte postale qui aussi fait rêver, qui non, fait c'est pas l'idée. Voilà, mais souvent on limite Monaco et même l'existence de Monaco comme État indépendant presque aux 150 dernières années, c'est-à-dire grosso modo à la résurrection liée au tourisme balnéaire, aux jeux, au casino, à la société des bains de mer. Monaco de Charles III, quoi. Voilà. Alors c'est lui qui a sauvé Monaco, on en a parlé tout à l'heure. Un de plus. Mais il ne faut pas oublier... Honoré II à l'époque a sauvé Monaco. Bien sûr. Et le XVIe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, on redécouvre, et c'est presque d'actualité, puisque 1524-2024, c'était il y a 500 ans lorsque Monaco est passé sous la protection de Charles Quint. Une partie des sites historiques invités cette année sur la place du Palais, les 15 et 16 juin, seront justement ces fiefs octroyés par Charles Quint au Grimaldi en 1532, donc dans l'ancien royaume de Naples, aujourd'hui région Campanie, Basilicate, Pouille. Pouille, j'allais dire, oui. Absolument. Et voilà, donc c'est là encore une fois, on retrouve cette passerelle entre l'histoire, l'actualité. Et ce réseau des sites historiques, ça permet aussi, alors bien sûr c'est un réseau qui essentiellement a pour objet la promotion patrimoniale, culturelle, touristique, mais qui permet aussi d'avoir, j'allais dire, une plateforme de dialogue qui peut permettre d'envisager des coopérations dans d'autres domaines. Ouais. Il y avait à cette époque-là, donc tu me parles de 1524, 32 pour les fiefs, est-ce que les princes de Monaco... enfin qui ne sont pas tout à fait princes au départ, mais qui le sont finalement. Est-ce que les princes de Monaco impriment sur ces sites, fiefs, entre guillemets, une marque Monaco? Est-ce que ça veut dire que tous ces territoires ont eu quelque chose en commun, en fait ? Oui, alors ce sont des princes qui leur appréhension des fiefs est assez variable. Alors, à la fois, on pourrait peut-être leur reprocher leur administration parfois un peu lointaine, mais qui finalement, dans la mémoire collective et même dans une analyse purement historienne, est vécue comme bienveillante. Parce que justement, relativement éloignée. En fait. Donc, effectivement, il n'y a pas comme le seigneur qui est résident, qui ne trouve que comme seul moyen de subsistance que l'impôt qu'il lève. Voilà, les droits seigneuriaux, les droits féodaux. Là, même si, évidemment, il ne faut pas se cacher, c'est aussi une source de revenus, et c'est bien dans cet esprit-là que Charles Quint, ou ensuite le roi de France, quand il y a ce basculement au moment du traité de Péronne en 1641 en faveur de la France. Donc c'est aussi évidemment une source de revenus, dont vont profiter d'ailleurs, les Monégasques au sens large, la principauté, parce que cette source de revenus, elle est réinjectée dans le train de vie au sens large des princes, la cour qu'ils entretiennent à Monaco. Et, c'est une large partie de la population. Et oui, et effectivement, quand on voit la sociologie de la population monégasque au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des métiers qui sont, surdimensionnés par rapport à la taille de la communauté, parce que, toute proportion gardée, les Grimaldi ont vu le fonctionnement des cours à Versailles notamment, et avant, dans toutes les petites souverainetés italiennes, et par mimétisme, ils veulent que leur capitale ait les mêmes attributs. Donc ça aussi, c'est le succès de Monaco, c'est de se donner tous les attributs
d'un grand. Monaco a tout d'un grand ou d'une grande nation. On dit toujours que Monaco est une petite capitale européenne. C'est un laboratoire. Donc c'est un laboratoire. Est-ce que, parce que j'ai lu aussi quelque part que chez les Fouillerons, l'histoire, c'est une histoire de famille. Est-ce que tu as eu l'occasion, maintenant que tu as vraiment documenté, que tu connais l'histoire avec un grand H de Monaco sur le bout des doigts, est-ce que tu as eu l'occasion de la comparer, cette histoire, à d'autres endroits dans le monde? Alors c'est une très bonne question et c'est une idée que j'avais eue, ça aurait été une autre carrière possible dans l'enseignement supérieur. Quand on est candidat sur un poste de maître de conférence, d'abord, on présente un projet de recherche aussi, et je pense c'est quelque chose qui n'est pas actuellement, me semble-t-il, étudié à l'échelle européenne, l'histoire des petites souverainetés ou petits États aujourd'hui. Même si Monaco est vraiment... Alors, il y a évidemment Saint-Marin, il y a Andorre, mais il y a le Liechtenstein, mais Monaco est un cas à part. Ça a été le slogan, je crois, il y a quelques années. Une campagne de communication pendant de nombreuses années. Ouais. Absolument. Mais c'est une réalité sur le plan historique. Un rôle à part dans le monde, mais une histoire à part dans le monde, parce que dans cette galaxie des petits États, Monaco est le seul à avoir la complétude, l'ensemble des attributs d'un État. C'est tellement ancré dans la culture monégasque de se sentir différent ou pas comme les autres. Et donc, ce que je voulais voir avec toi, c'est, mais tu l'as démontré très largement jusqu'ici aussi, c'est à quel point l'histoire nous a confortés dans ce sentiment. À quel point notre histoire nous a confortés dans ce sentiment. Est-ce qu'il y a un moment clé dans l'histoire des 700 ans, parce que Monaco, ce sont les 700 ans, on pourrait parler de Monaco et de Monaco avant, mais on parle du Monaco moderne, contemporain, ce sont ces 700 ans. Est-ce qu'il y a un moment dans ces 700 ans que tu pourrais considérer comme le moment clé du moment où s'est forgée l'identité monégasque? Non, ça c'est compliqué, parce que je pense, c'est pour ça que je parlais de creuser tout à l'heure, je crois véritablement qu'il y a eu une accumulation. On ne peut pas légitimer, alors ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identité monégasque, alors je récuse un peu ce terme s'il est réducteur, s'il est ramené à une vision qui est strictement, j'allais dire, ethnocentrique. Ça ne veut pas dire que Monaco et les Monégasques l'ont, mais justement, la grandeur de Monaco, elle est dans ce que tu évoquais à l'instant, dans la comparaison avec les autres, dans l'idée de destin. Alors là, je suis totalement sur cette ligne-là, qui me semble être, sur le plan d'une analyse historienne stricte, la plus valide. Oui, il y a la Constitution, mais par exemple, prenons, et sans polémique, la barque de Sainte-Dévote. Elle peut passer pour, j'allais dire, une tradition immémoriale. Alors, évidemment que tu peux me répondre, mais 1870, c'est déjà ancien. À l'échelle, évidemment, de la longue durée que nous avons évoquée depuis le début de l'entretien, c'est très récent. Donc, aujourd'hui, ce qui peut être perçu, et c'est ce qui est très, très intéressant sur le plan ethnologique, sociologique, ce qui peut être perçu... La démarche d'Honoré IV qui en fait la sainte patronne de Monaco, c'est quand même intéressant. Ah, totalement. C'est une vision. Alors, c'est d'ailleurs une affaire d'Honoré, parce que c'est Honoré Ier, le premier seigneur qui achète l'oratoire, la chapelle Sainte-Dévote, qui va devenir l'église Sainte-Dévote, qui donc achète les reliques qui vont avec, et qui, en transportant une partie au sein intramuros, au sein de la forteresse de Monaco, qui en fait une sainte véritablement monégasque, en transportant dans la vieille église Saint-Nicolas qui sera remplacée par l'actuelle cathédrale, qui en fait une sainte véritablement nationale, à un moment justement au XVIe siècle. On évoquait ces périodes clés. Je crois qu'on a peut-être sous-estimé jusqu'à présent cette période de naissance, ce XVIe siècle. Et peut-être les travaux de restauration des fresques du palais nous permettent de se dire que c'est cette période on a évidemment célébré en 1997, et avec légitimité, les 700 ans de présence de la dynastie des Grimaldi, mais contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de 700 ans de principauté. Il y a aujourd'hui... depuis le XVIe siècle,
500 ans de souveraineté reconnue, Ouais. plus de 500 ans de souveraineté reconnue, et donc on est dans cette condition d'émergence de la souveraineté monégasque, c'est le XVIe siècle. C'est là où tout se joue finalement. Ce jeu politique qui va rester très longtemps, et qui encore aujourd'hui, puisque la frontière franco-italienne, et tu évoquais tout à l'heure cette double culture franco-italienne qui forge effectivement l'identité, n'étant ni la culture française, même si aujourd'hui, par l'héritage de l'histoire, le français est langue officielle, et que c'est ce qui a sauvé d'un certain côté Monaco de basculer à un moment donné du côté français, mais en même temps, la proximité, la constitution de la population monégasque actuelle, le nombre, par justement l'immigration piémontaise, ligure. Piémontaise. Et oui, bien sûr, bien sûr. Très. Donc c'est ce que j'appelle le creuset, et c'est tout ça qui a fait Monaco. Ouais. C'est Gênes, c'est la période espagnole, c'est la période française. Aussi, nombre d'anciennes familles monégasques sont descendants de soldats français, de soldats de la garnison qui ayant épousé des filles monégasques, qui ont fait racine, qui ont fait souche à Monaco. Donc, tu vois, les mariages mixtes, finalement, les mariages mixtes... Ça existe aussi ici. Et c'est ce qui continue, c'est ce qui constitue, effectivement, c'est ce qui forge, siècle après siècle, cette fameuse identité qui donc n'est pas une identité tournée sur elle-même, mais qui s'est enrichie des apports extérieurs au fil du temps. Ouais. Allez, à la belle époque, finalement, aujourd'hui, Monaco, Monte-Carlo comme lieu de création. Tu évoquais en off tout à l'heure les ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, le nouveau musée national, Björn Dahlström. Tout ça, c'est ce qui aussi, cet apport extérieur qui se fond à un moment donné dans une culture monégasque préexistante et qui permet, avec la communauté de monégasque, de transmettre le relais et d'avancer dans ce destin monégasque. Ça fait d'ailleurs, ce que tu dis fait d'ailleurs le lien avec là où je voulais en venir, c'est-à-dire que tu fais partie du comité des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Ce comité qui est présidé par Son Altesse Sérénissime la princesse Stéphanie, et évidemment tu évoquais Albert Croisi, tout ça fait que ça nous rappelle, ça remet le 31 mai et cette grande fête que j'aurais tendance à qualifier de familiale, mais tu viens d'en définir les contours. C'est vrai que c'est pas qu'une famille, c'est un espèce de melting pot de tous ces gens qui font Monaco aujourd'hui, qui y vivent, qui y travaillent, qui sont scolarisés, qui sont nés, qui viennent de générations antérieures. Et alors, à quel moment dans le travail du comité, cette idée est devenue une évidence ? Alors, je crois vraiment que Albert Croisi et la princesse Stéphanie avaient une idée très précise, et je crois qu'ils se sont accrochés à cette idée qui était neuve, évidemment, puisque traditionnellement, alors longtemps, quand la famille monégasque pouvait se réunir au sein même de la cour d'honneur du palais, c'était évidemment la tradition. Puis ensuite, débordé sur la place, et ils ont voulu là ouvrir aux résidents, et c'est vrai que c'est toute la réussite, je crois, que nous avons tous vécu du 31 mai, sans tomber dans une image idyllique et béate, mais ces sourires, ces échanges de paroles de personnes que l'on peut croiser, que l'on peut connaître de vue, et à qui parfois on n'adresse pas forcément la parole, et là il y avait effectivement le sentiment d'appartenir au bon sens du terme, à cette même communauté. Et je crois que au sein même du comité de commémoration et au-delà, il y a l'aspiration à construire quelque chose à nouveau comme le centenaire Régnier III et comme cette journée du 31 mai. Alors on peut souhaiter, évidemment, on y sera vite, 2030, les 25 ans de règne du prince souverain, puisque dans les monarchies, et à Monaco en particulier, on commémore donc les demi-jubilés. Donc on se souvient, 74. Alors 1914, l'historien se permettra de citer
voilà, 1914, les 25 ans de règne du prince Albert Ier, 1947, les 25 ans de règne du prince Louis II, 1974, et évidemment aussi, le prince régnier a eu la chance, grâce à la longévité de son règne, de pouvoir fêter avec les monégasques ses 50 ans de règne, et je pense que c'est la prochaine échéance. Alors, il faut sans doute déjà y penser. En tout cas, je crois que toute communauté a besoin d'horizons, de se fédérer aussi. Je pense que au-delà de cette journée du 31 mai, la commémoration Régnier III et au-delà de ceux qui faisaient partie autour du prince souverain, autour de la famille princière, autour de la princesse Stéphanie, du comité de commémoration, je crois que toute entité de Monaco, jusqu'au commerce, il y a eu les vitrines, la commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III a permis de fédérer, de faire travailler ensemble des personnes qui ne travaillaient pas forcément parce que ce n'est pas la mission de leur service, de leur entreprise. Chacun a voulu rendre un hommage à celui qui, évidemment, est directement le fondateur de la principauté que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que, avec le recul, tu conviendras que c'était quand même une très très bonne opération de communication, hein, la communicante que je suis ne va pas te dire le contraire, parce que ça a matérialisé tout ce dont nous venons de parler jusqu'à présent. Oui, parce qu'il y a eu il y a tout eu. Je pense que le grand succès de cette année Régnier III, alors bien sûr parce que c'était Régnier III et qu'il y a à la fois cette proximité, j'allais dire que tout le monde plus ou moins l'a connu, il faut être vraiment très jeune, mais il y avait aussi ce défi de la pédagogie, de la transmission aux nouvelles générations, mais il y a eu à la fois la ferveur populaire, les réjouissances, et en même temps ça n'a pas empêché, à travers les différentes expositions, à travers les publications, je me permettrai d'évoquer les Annales monégasques, évidemment, la revue publiée par les archives du Palais, mais pas que, hein, vous avez fait Régnier III par lui-même aussi. Bien sûr, le film de Yann Anthony Noguès, effectivement, d'être à la fois dans le populaire et en même temps la connaissance, puisque finalement, il y a à la fois la distance suffisante parce que le prince Régnier est finalement maintenant devenu un personnage d'histoire, pleinement, et je crois que le film de Yann Anthony Noguès l'a parfaitement démontré, en le resituant là encore une fois dans un contexte plus large, et la meilleure façon de rendre hommage au prince Régnier, c'était de le resituer face aux défis qu'il a dû relever, alors notamment dans la première partie de son règne, parce qu'après, la fameuse surnom de prince patron a pris tout son sens. Je dirais que il a pu dérouler. Je dirais quand on mène des grands combats, après derrière, c'est plus facile. C'est plus facile. Les 25 premières années du règne, peut-être que d'ailleurs, voilà, c'est l'apport de l'histoire de le rappeler et de le rappeler chaque jour, parce que chaque jour peut être difficile. Il y a des vents contraires. Il y a des vents contraires aujourd'hui pour la principauté comme pour d'autres, mais pour la principauté en particulier. Et se dire que Monaco a déjà traversé des crises qui ont pu être périlleuses, qui étaient des crises parfois de même nature. Alors je ne dis pas que l'histoire bégaye, l'histoire se répète et qu'il faut appliquer des solutions de 1955 ou de 1962 à des questions d'aujourd'hui, mais malgré tout, c'est aussi une confiance que l'histoire nous donne, de se dire que des mouvements contraires passagers ne sont que l'écume de l'histoire. C'est ça. Et qu'il n'empêche pas les mouvements de fond de se prolonger si justement les fondamentaux, ce qui a fait la réussite de Monaco, ça ne veut pas dire qu'on doit se délivrer des satisfecit en disant on est bon partout, on est les meilleurs, mais là où effectivement Monaco, et on revient à ce soft power, à ces domaines dans lesquels Monaco a acquis une forme de connoisseurship reconnue mondialement. Et là, je tourne évidemment vers la communicante. C'est là, effectivement, où il faut reprendre son bâton de pèlerin, parce que là, il y a une légitimité qui est incontestable. Ben oui, forcément. D'ailleurs, on va s'y atteler, ou on s'y attelle chaque jour. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter maintenant, Thomas ? Parce que là, toute l'étendue... D'abord, je fais un petit résumé, pardon, mais beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de
passion dans tout ça, beaucoup d'intérêt, beaucoup de production. Hein, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé et dont on pourrait parler, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans les malles de Thomas Fouilleron, les malles personnelles. Je ne parle pas d'acquisition, là, hein, je parle de ce qui constitue la vie quotidienne de Thomas Fouilleron, en fait. Au-delà de la sphère privée, bien sûr. Oui, on n'a pas parlé de Meryl et des enfants, mais on sait que... Voilà, d'ailleurs, Meryl, qui est professeur d'histoire, hein, c'est quand même, ça ne s'invente pas. Et, oui. Alors, au-delà de ça, puisqu'ils vont très bien tous les trois et qu'on en est ravis, au-delà de ça... Bien sûr que professionnellement, c'est de pouvoir continuer ce que j'ai essayé de mettre en œuvre au sein du Palais maintenant depuis plus d'une décennie, puisque je suis rentré au Palais en septembre 2010. Je suis devenu chef de service en 2012. Il y a encore... oui, j'ai encore quelques idées. C'est ça que je voulais entendre. Tu as encore quelques idées. Oui, je crois que les commémorations... Alors, je ne veux pas passer pour le monsieur commémoration, je dirais monomaniaque, mais je pense que on l'a bien compris, enfin j'espère, que c'est pas le regard nostalgique vers le passé. C'est pas la commémoration pour la commémoration. Je n'aime pas lorsque ça devient du folklore, lorsqu'on s'affuble. Je suis pas du tout. Enfin, j'ai rien contre, mais je suis pas du tout pour le déguisement. Ceux qui ont, qui ont besoin d'être dans les habits du passé. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'histoire, qu'il soit un instrument, et je pense qu'il est particulièrement pour Monaco, et ça ne veut pas dire que ça enferme Monaco dans l'histoire, mais l'ADN de Monaco, c'est une certaine histoire, un certain modèle, on parle beaucoup du modèle monégasque, donc c'est... Surtout en ce moment. Oui, et c'est l'histoire qui permet de le comprendre et de le ramener encore une fois à ses points forts, à ses fers de lance de Monaco dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Donc le moment de mémoire que peut constituer une commémoration aide à cela. Donc, bien sûr que ça passe par la commémoration, ça passe par la continuation, évidemment, de travaux de recherche pour moi-même et surtout pour les autres. C'est-à-dire, et c'est le rôle aussi des archives du Palais, avec évidemment l'ouverture bienveillante que à des historiens professionnels, le prince souverain ouvre les archives pour construire une véritable histoire de Monaco, parce qu'il y a eu trop souvent des légendes. C'est peut-être la rançon du succès pour Monaco, la légende noire qui colle à la légende dorée. Finalement, c'est le revers d'une même pièce, il faut l'assumer. Il y a toujours un côté obscur. Voilà, mais en même temps, il faut l'assumer, la contrebattre, cette légende noire, quand il le faut, avec des arguments raisonnés, avec pour les monégasques en premier lieu, qu'ils soient... au-delà de la fierté de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils aient les arguments raisonnables et raisonnés qui leur permettent effectivement d'expliquer, de justifier l'existence de Monaco et la vocation de Monaco dans un monde qui paraît être, où Monaco pourrait paraître anachronique. Voilà. On revient toujours un petit peu à la même idée, mais ça, c'est quelque chose qui continue à me passionner, et j'espère qu'il continuera à me passionner durant toute la suite de ma vie professionnelle au Palais à Monaco. Et quelque part personnel aussi. Oui, alors tu as la chance de faire un métier que tu aimes. C'est ce qui peut être un peu débordant. Meryl me dit parfois, tu es marié à Monaco, je suis ton éternel fiancé. Si c'est éternel, c'est de très bon augure, et c'est ce que je crois. Tant mieux. Voilà. Mais oui, alors c'est pas volontaire, c'est oui, une forme de passion, d'engagement dans ce que je fais. J'essaie de le faire sans que ça soit forcé. Avec ma personnalité. Eh bien, merci beaucoup Thomas, c'était passionnant. Merci beaucoup Geneviève. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Avec plaisir. Mais je n'en doute pas, d'ailleurs tu as déjà plus ou moins profilé des échéances. Donc à bientôt et merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir partagé.